dis bienvenue à tout un chacun d'entre nous. Je sais très bien qu'en attendant que les uns les autres puissent joindre, nous pouvons faire notre gymnastique habituelle de présentation. Donc, moi, c'est Valérie Chilombo-Kazadi et je suis donc le modérateur de la réunion d'aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui, et je suis spécialiste en prévention et contrôle des infections. Alors, nous allons faire une petite gymnastique en passant à l'un et à l'autre, en attendant que quelques collègues puissent se joindre également, afin que nous puissions lancer notre messe. Et bienvenue à tout un chacun d'entre nous. Et on va commencer, euh, on peut même dire dans la présentation de quel pays est-ce que nous sommes en train d'intervenir. Moi, là, j'interviens de la République démocratique du Congo. Alors, on va donner la parole à Achille Bala. Vous pouvez ouvrir votre micro, bien sûr, pour vous présenter. Achille Bala semble ne pas être prêt. Il y a Bernard Massande Akia. Ekia, à vous. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le micro et de s'annoncer? Chabi Léonard? Ah, OK. Chabi Léonard, vous nous appelez, vous nous saisissez ou vous nous captez d'où, vous êtes où c'est, et veuillez aussi vous présenter en ouvrant tout simplement le micro. Vous cliquez sur votre micro et il va s'ouvrir. Oui, vous m'écoutez? Oui, oui, 5 sur 5. Bonsoir, c'est Monsieur Massandé Kia. Je suis géographiquement au Gabon, au service à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, donc spécialisé dans l'hygiène et l'assainissement. Très content de vous avoir parmi nous et bienvenue. Merci. Achille Bala, Adama Trésor, à vous. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Adama Mérine du Trésor. Je suis spécialiste en santé et développement communautaire et je remercie tous les participants et je suis heureuse de partager ces bons moments ensemble. Je suis de la RDC Congo. Merci beaucoup. Content de vous avoir parmi nous. Santé communautaire, ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, nous parlerons du virus de Marburg. Et c'est assez intéressant. Et nous passons tout de suite à Dark, Dark Assoumani. Oui, merci pour la parole. C'est biologiste médical et Tadar Katemani. Vous sortez très bas. Y a-t-il moyen de pouvoir rapprocher le micro? Probablement que vous avez un dispositif auriculaire que vous avez mis. Peut-être que c'est le micro que vous utilisez. Si vous l'enlevez, vous sortirez plus audiblement. Parfait. Oui, Allez-y. je vous dis que c'est Dark Assoumani, biologiste médical et assistant analyste chargé des laboratoires à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Merci. Merci pour cette présentation et nous allons tout de suite à euh, comme Landvi, Zenyo. Allô? Oui, vous êtes bien audible à vous. Ok, merci beaucoup. Je suis Komala Vigignon, je suis togolais, je suis biologiste de formation. Actuellement, je suis au programme national de lutte contre la tuberculose, je suis au laboratoire et au même moment étudiant mon master One Health. Je suis bien, j'ai évolué
Et puis, je suis très ravi de vous suivre. Merci beaucoup. Intéressant. One Health. Bienvenue. Et nous pensons bien que vos contributions vont nous permettre de pouvoir nous enrichir. Nous parlons à Constant Guilain Doumé. À vous. Constant Guilain Doumé, votre micro, si vous êtes en disposition de parler. Alors, nous demandons à Mathias Marabou Bouchiri. Bonjour à tous, je suis Monsieur Mathias Moirabou Bouchiri, manager des programmes de santé, expert en PCI et WASH. Je suis membre de Shukran. PCI en République démocratique du Congo. Shukran Kassir. Merci. Nanou Ivan Mebara. Votre micro, vous pouvez cliquer dessus, il va s'ouvrir et vous pouvez vous exprimer. Nous demandons à Souad Yahyaoui. À vous. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Allez, docteur Bonjour à tous. Moi, c'est docteur bonjour. Mebara, épidémiologiste en poste à l'OCEAC, Yaoundé, Cameroun. Merci bien. Wow, merci et bienvenue. Bonjour, j'ai entendu mon nom. Tout à fait, avec plaisir de vous entendre. Ok. Donc, je suis docteur Souad Yahi, je suis de la Tunisie. Je suis épidémiologiste de terrain. J'exerce à la direction régionale de la santé de Guebes, qui se trouve au sud de la Tunisie. Merci beaucoup. Très intéressant de vous avoir parmi nous. Soyez la bienvenue. Merci Et à vous tous. merci. Kanika, is it possible to say a word? We would like to hear from you. Nous voulons entendre. Allez-y. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Alors, nous n'allons pas demander à l'orateur du jour de se présenter. Nous allons le présenter. Apparemment, j'ai oublié quelqu'un. Kanika, can you hear us? If you can introduce yourself, it's a pleasure to hear from you. Good. Alors, chers collègues, il est d'une joie incroyable de pouvoir nous retrouver encore ce jour et nous disons bienvenue à tout un chacun d'entre nous. Et nous, c'est SCPCI, l'expertise congolaise, la prévention et contrôle des infections. Et aujourd'hui, nous allons nous réunir autour du thème PCI et la maladie à virus de Marburg. Et l'orateur du jour, c'est le professeur Ali Boulaboula, qui est président du conseil d'administration de SCPCI, qui est professeur des universités, un chercheur et amoureux du partage de la science. Et il a travaillé avec plusieurs organisations, aussi bien nationales qu'internationales, l'OMS, Africa CDC, avec ICANN, qui est le réseau africain de la prévention et contrôle des infections. Il est donc en collaboration avec plusieurs autres institutions et il est un habitué de cette messe de tous les jeudis, pardon, de tous les vendredis, allais-je dire. Et professeur Ali Boulaboula, en ce jour, va pouvoir nous entraîner dans les méandres de la prévention et du contrôle des infections dans le cadre de la maladie à virus de Marburg. Comme nous le savons, nous avons cette épidémie qui s'est déclarée dans les pays environnants de la République démocratique du Congo. Docteur Valérie, je pense qu'il a un souci
les connexions. Chers participants, bon après-midi. Je pense que le modérateur a un problème de connexion. Cela arrive. Nous pouvons patienter quelques minutes. Peut-être qu'il va nous revenir dans quelques instants. Chers participants, est-ce que vous me suivez? Oui, professeur, nous vous captons 5 sur 5. Merci. Merci beaucoup. Je pense que notre modérateur a connu un problème de connexion et il m'a présenté et je me donne la parole pour continuer la session telle qu'elle était prévue. Bienvenue et bon après-midi à tous et à toutes. Le sujet d'aujourd'hui a été annoncé par le modérateur. C'est la PCI et la maladie à virus de Marburg. La maladie à virus de Marburg est une maladie qualifiée de rare et mortelle, mais vu la répétition des flambées épidémiques, je pense qu'on ne peut plus on ne peut plus la qualifier de maladie rare et il faut le dire qu'elle est mortelle. Nous allons voir pourquoi. L'agent causal de cette maladie, c'est le virus de Marburg. Ce virus entraîne les décès autour de 24 à 88%. Tout dépend de la source. La CDC qualifie cette létalité ou donne cette létalité au niveau de 23 à 90% des personnes qui décèdent. Ce virus a été découvert pour la première fois en 1967 dans 3 villes. Il s'agit de Marburg et Francfort en Allemagne, mais aussi à Belgrade en Serbie. Eh bien, Belgrade, c'est dans l'ancienne Yougoslavie.
de l'histoire. Le pays a été découpé en plusieurs pays. Quel est le réservoir de ce virus? Eh bien, le virus Ebola et le virus de Marburg sont des filoviridés. Malgré leurs différences, les tableaux cliniques sont semblables. Alors, lors de leur survenue, ces deux maladies sont capables d'entraîner des flambées épidémiques. Le réservoir des virus, nous avons Rousetus aegyptiacus, qui est l'hôte naturel de ce virus et qui semble inoffensif pour cet animal. Donc, c'est une chauve-souris que vous voyez dans l'encadré. C'est celle-là qui héberge ce virus, mais le virus n'est pas dangereux pour la chauve-souris qui l'abrite. On a isolé aussi ce virus chez des singes verts d'Afrique, le Cercopithecus aethiops. Mais expérimentalement, le porc est sensible aux infections à filovirus et excrète le virus. Donc, il faudrait faire attention dans la surveillance, surtout dans le cadre de la promotion de la santé unique où la médecine humaine, la médecine vétérinaire, les environnementalistes et tous ceux qui s'occupent de ces domaines-là devront collaborer davantage pour surveiller aussi les élevages des porcs parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes en science. On dit qu'en science, comme en amour, ni jamais, ni toujours. La transmission de ce virus, eh bien, le virus de Marburg se contracte par contact direct avec les liquides corporels du genre urine, matière fécale, la salive, la sueur, les vomissements, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales provenant d'une personne malade ou décédée du virus de Marburg. S'il vous plaît, pour celui qui a oublié son micro ouvert, de le fermer. Nous aurons le temps de débattre entre nous. Oui, c'est Merci. Neville Ngala. Neville Ngala, fermez s'il vous plaît votre micro. Merci. Les personnes à risque très élevé, les personnes à risque très élevé de cette maladie, nous avons le personnel soignant, hein, le personnel qui soigne ces malades, mais qui sont non respectueux des précautions standards et spécifiques. Quand vous oubliez de mettre les gants, quand vous oubliez de mettre les épis, vous vous exposez à contracter cette maladie ou ce virus. Nous avons aussi
après le personnel soignant, les personnes contactent du malade. Un tel malade a autour de lui les membres de sa famille, les amis qui viennent lui rendre visite. Eh bien, ces personnes contacts sont aussi à risque très élevé pour contracter le virus. Les sujets qui sont en contact avec l'urine, les excréments de chauves-souris, eh bien, cela peut se rencontrer dans les mines pour les matières euh, primaires, pour l'industrie, ou les mines de joaillerie, tout ça, mais aussi dans les grottes, comme aussi dans des maisons abandonnées où on peut trouver beaucoup de chauves-souris. Sujet à risque de maladies graves. Les sujets à risque de maladies graves, nous pouvons citer la femme enceinte, les enfants et les personnes qui attrapent le virus, mais qui se présentent au stade avancé de la maladie. Alors, sur cette diapositive, on nous montre la chronologie, excusez-moi pour le S, des flambées de la maladie à virus de Marburg. Bien sûr, cette carte, je devais la mettre à jour. Vous voyez certainement le nombre de pays qui ont déjà connu la maladie ou des flambées épidémiques. Nous pouvons ajouter maintenant le Rwanda, qui, depuis environ 2 semaines, a connu une épidémie de virus à Marburg. La symptomatologie, nous pouvons dire qu'après une incubation de 2 à 21 jours, on peut avoir les symptômes les plus fréquents, nous pouvons les citer ici. Ici, vous m'excuserez, dans la littérature française, le plus souvent, symptômes et signes sont presque synonymes. Donc, je voudrais rappeler dans la sémiologie ou l'étude des signes en médecine, les symptômes, c'est une manifestation pathologique qui est subjective. Quand quelqu'un dit que j'ai de la fièvre, vous ne la voyez pas. C'est lui qui déclare, qu'il a de la fièvre. Vous ne voyez pas ça, à moins que vous mettiez le thermomètre qui vous montre le degré de la fièvre, à moins que vous touchiez le malade, à ce moment-là, vous trouvez qu'il est chaud. J'ai des maux de tête, vous ne les voyez pas, mais c'est lui qui déclare qu'il a les maux de tête. Alors, à l'opposé des symptômes, nous avons des signes. Les signes, sont des manifestations pathologiques, mais qui sont objectives. Quelqu'un a les yeux jaunes, comme on appelle ictère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tout autour de lui ou l'examinateur qui trouve qu'il a les yeux jaunes. Donc, vous m'excuserez pour cela, il y a un mélange
Le plus fréquent des symptômes, ici, nous pouvons citer la fièvre, qui est des survenues brutales. Nous avons aussi des céphalées sévères, donc les maux de tête sévères. Le malade se plaint d'asthénie physique, des diarrhées et des vomissements. Ces diarrhées et vomissements peuvent commencer déjà entre le 3e et 5e jour du début de la symptomatologie. Alors, d'autres symptômes, que je dirais d'autres signes, c'est l'hémorragie, parce que la maladie à virus de Marburg, on l'a dit, elle est due à un virus filoviridé qui est semblable à celui de virus Ebola. Ce sont des fièvres hémorragiques. Et ces saignements peuvent débuter déjà au 7e jour du début de la symptomatologie. Ce malade peut présenter aussi une éruption cutanée qui n'est pas comme ce que nous connaissons maintenant dans la variole de singe appelée Mpox. Ce patient présente aussi les yeux rouges, qu'on appelle dans notre jargon les yeux injectés. Ces malades peuvent aussi présenter le hoquet. Toujours dans la symptomatologie, cette diapositive est dupliquée, donc on ne va plus nous attarder là-dessus. Diagnostic. Sur base des signes et symptômes évoqués, le diagnostic est laborieux pour distinguer la maladie à virus de Marburg d'autres affections comme le paludisme, la fièvre typhoïde, la shigellose, le choléra et d'autres fièvres hémorragiques. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Ce qui va nous aider, c'est le diagnostic paraclinique. Donc, les examens de laboratoire vont trancher en faveur de telle ou telle maladie. Concernant le virus, la maladie à virus Marburg, les examens paracliniques, nous pouvons citer ELISA, nous pouvons citer aussi le PCR, la mise en évidence du virus dans une culture et tant d'autres examens de laboratoire. Le traitement, on a un traitement symptomatique de soutien. On a aussi le recours aux anticorps monoclonaux. Alors, quid du vaccin? Vous m'excuserez, je reste fidèle à mon texte. J'ai posé la question, j'ai mis le signe d'interrogation, vaccin. C'est parce que on dit qu'il n'y a pas de vaccin, mais au Rwanda, depuis quelques jours, on a commencé la vaccination de la population. Le Rwanda s'est procuré près de 700 doses
d'une firme américaine, mais dans la presse, il est dit que ce vaccin est encore expérimental. Et ce vaccin n'est pas encore autorisé par l'OMS. J'ai lu aussi que un journaliste a écrit en posant la question, l'épidémie sous contrôle au Rwanda. Bien, celui qui a écrit, celui que j'ai lu sur ce vaccin, il a ajouté en disant que au Kenya et en Ouganda, où ce vaccin avait été utilisé, et il n'a pas montré de complications. Voilà ce que je peux vous dire du vaccin et un exemple. Il est donné au Rwanda, il a déjà été donné en Ouganda et au Kenya. Peut-être que ces expériences, cette pratique les résultats de ces pratiques pourront donner l'occasion à d'autres organismes tels que l'OMS d'autoriser la mise sur le marché. La prévention. Une série d'interventions est nécessaire pour contenir une épidémie. C'est d'abord la prise en charge des cas malades, la surveillance et la recherche des contacts. Il faut disposer de services de laboratoire efficaces, mais aussi procéder aux inhumations sans risque. Donc, les personnes décédées de cette maladie doivent être inhumées par des personnes formées et entraînées pour cela, pour qu'il n'y ait pas risque de contamination des membres de famille et d'autres membres de la communauté. Comme aussi, l'une des mesures, c'est de réussir la mobilisation sociale. La participation de la communauté dans ces mesures est une condition sine qua non pour enrayer les flambées épidémiques de la maladie à virus de Marburg. La sensibilisation de la communauté aux facteurs des risques d'infection par le virus de Marburg est capitale. Il faut sensibiliser la communauté. Sensibiliser les sujets aux mesures de protection individuelle. Contribuer efficacement à la réduction de la transmission de la maladie. Réduction de risque de transmission. Eh bien, cette réduction se situe à plusieurs niveaux. De la transmission de la chauve-souris à l'homme, la transmission interhumaine au sein de la population, l'information dans les communautés touchées par le virus de Marburg, les mesures pour contenir les flambées épidémiques, mais aussi la transmission sexuelle éventuelle. La transmission de la chauve-souris à l'homme fait suite à l'exposition prolongée
des individus dans les mines ou les grottes où se trouvent les chauves-souris pour des raisons de travail, de tourisme ou de recherche. Les précautions. Il faut porter des vêtements de protection et des masques. Tous les produits animaux doivent être cuits avant la consommation. Et cela à chaque fois qu'il y a une flambée épidémique. La réduction de la transmission interhumaine au sein de la population. Comme précaution, il faut éviter les contacts physiques rapprochés avec des patients infectés. Il est conseillé de porter des gants et des épis pour soigner les malades à domicile. Donc, l'équipement de protection individuelle est conseillé quand vous devez prendre soin des malades à domicile. Les indications de l'hygiène des mains restent de rigueur. Dans la communauté touchée par cette maladie, la tâche primordiale est d'informer la population de la manière la plus claire possible sur la nature de la maladie et les mesures nécessaires pour contenir les flambées. Quelles sont ces mesures pour contenir une flambée épidémique? Nous pouvons citer l'inhumation rapide et sans risque du défunt, l'identification des personnes contacts et la surveillance de leur état de santé, voulais-je dire, ou écrire, durant 21 jours. Il faut séparer les personnes indemnes de la maladie des malades. Pourquoi? Eh bien, c'est pour prévenir la transmission. Le maintien d'une bonne hygiène et d'un environnement sain est requis. Il est requis pour contenir une flambée épidémique. La réduction des risques de transmission sexuelle. Pourquoi réduction de ces risques de transmission sexuelle? Parce qu'on a dit que le virus s'est trouvé dans le sperme, mais aussi les sécrétions vaginales des personnes infectées par ce virus et qui font la maladie. Cela est recommandé en fonction des données de recherche disponibles. Il faut recourir aux pratiques sexuelles à moindre risque. S'agissant de pratiques sexuelles, pour rappel, il y a des pratiques à moindre risque
des pratiques à risque et des pratiques à haut risque. Donner un baiser superficiel à une personne est une pratique sexuelle à moindre risque. Pratiquer de rapports sexuels sans préservatif ou condom, avoir des rapports avec une personne qu'on ne connaît pas et sans utiliser les préservatifs, c'est déjà des pratiques à risque. Alors, ne pas avoir de nombreux partenaires sexuels, pratiquer des rapports sexuels non protégés, ce sont des pratiques sexuelles à haut risque. Appliquer les mesures d'hygiène durant 1 an après l'apparition de la maladie ou après 2 tests négatifs de la recherche du virus à Marburg dans le sperme. Le contact avec le liquide biologique est à éviter et le lavage au savon et à l'eau sont recommandés. Je m'excuse, je voudrais rappeler ici, quand on dit qu'il faut attendre 1 an et prendre toutes ces mesures, pourquoi? Parce que le virus reste, même quand le malade est rétabli, il est guéri, ce virus, on peut le trouver dans les organes qui sont immunologiquement muets, tels que l'œil et les testicules. Donc, ce virus va se cacher là-bas. C'est la même chose pour le virus d'Ebola. Après la guérison du malade, le virus continue à rester dans l'organisme de l'individu, mais dans l'œil et dans les testicules. Voilà pourquoi j'ai préféré m'y arrêter. En conclusion, la maladie à virus de Marburg est due à un filovirus et la maladie est mortelle. La symptomatologie de cette maladie ressemble à celle d'Ebola. Elle peut tuer jusqu'à 88% des personnes atteintes. La prévention dépendra des modes de transmission et le respect des précautions standards et spécifiques. Le vaccin, eh bien, il n'y a pas encore de vaccin autorisé par l'OMS et il y a des expériences qui se mènent déjà dans quelques pays et nous attendrons les conclusions. Que pouvons-nous retenir? Nous retenons que le virus de Marburg et le virus d'Ebola sont de la famille de filoviridae. Quoique différents, le tableau clinique de ces 2 virus sont similaires. Le diagnostic de la maladie à virus de Marburg est laborieux cliniquement. Seul le laboratoire peut le préciser. La tendance hémorragique, les fièvres
la provenance d'un sujet des régions endémiques conduisent à suspecter la maladie à virus de Marburg. Le patient suspect sera isolé pour protéger les autres patients et les agents de la santé. Le vaccin, quant à lui, reste encore un espoir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, cher professeur, et nos excuses pour cette interruption liée à un problème de réseau Internet. Merci pour cette présentation qui nous met en alerte, qui nous prépare également à pouvoir réagir par rapport à la menace, au risque de la maladie à virus ou au virus de Marburg. La plateforme est ouverte pour des questions. À main levée, vous pouvez bien vous signaler et nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez passer votre préoccupation. Il y a une boîte à conversation dans laquelle vous pouvez poster des messages, des questions, mais également toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Avant de continuer, nous rappelons que dans cette même boîte à conversation, il y a un lien qui a été posté pour l'évaluation, soyons-en conscients, de façon à ce que nous puissions donner nos appréciations pour amélioration des sessions futures. Mais également, il y a un lien WhatsApp qui vous permettrait de pouvoir entrer dans le groupe de communauté de pratique qui nous permettrait de pouvoir avancer également ensemble. Merci, professeur, pour cette présentation. D'entrée des jeux, il y a quelques questions qui vous ont déjà été adressées dans la boîte de la conversation. Et en voici une. Merci beaucoup pour la présentation. Notre collègue voudrait bien savoir qu'est-ce qui est le plus efficace entre la maladie à virus de Marburg et la vaccination. Je n'ai pas bien saisi. Le collègue peut ouvrir son micro et nous l'expliciter. La question est la suivante. Il voudrait bien savoir qu'est-ce qui est plus efficace entre la maladie à virus de Marburg et la vaccination. Cher collègue qui a posé la question, AM, c'est l'abréviation. Y a-t-il moyen de pouvoir vous signaler et expliciter votre question? À moins que le professeur vous en ait saisi la quintessence. Bien, est-ce qu'il n'a pas voulu dire qu'est-ce qui est plus efficace entre les mesures PCI et la vaccination? Nous présumons. Nous présumons, comme vous le dites. Oui, allons-y, professeur. Cela nous ferait du bien. Les mesures, la vaccination, comme les mesures PCI, sont complémentaires. Je dis complémentaires, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Sans peur d'être contredit, je le répète, il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Si vous êtes vacciné et que vous ajoutez à cela les précautions standards et spécifiques, vous vous protégez davantage. Donc, si vous ne respectez pas les mesures préventives, vous pouvez être le premier cas vacciné qui finit par attraper la maladie. Voilà ma réponse, monsieur le modérateur. Merci bien, professeur. Tout de suite, une deuxième question vient. Elle dit ceci. Quel est le niveau requis? Donc, certainement le niveau de sécurité requis
pour la manipulation des prélèvements au laboratoire et comment doit se faire le prélèvement. La manipulation, deuxième question qui vient, la manipulation de la chauve-souris est-elle plus exposante que sa consommation? Première question donc. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le niveau de sécurité requis pour la manipulation des prélèvements au laboratoire et comment doit-on faire ce prélèvement? Et deuxième question, venant du même participant, la manipulation de la chauve-souris est-elle plus exposante que sa consommation? À vous, prof. Merci. Concernant le prélèvement au laboratoire, ça peut se faire aussi au lit du malade. Il faut prendre, parce qu'il faut distinguer. On prélève un malade suspect ou un malade confirmé. Si c'est un malade suspect, il faut prendre les précautions, mettre les gants et éventuellement les épis ou tout simplement l'épi, mais ne manquez pas les gants. Si c'est un malade confirmé par le laboratoire, le port d'épi est recommandé jusqu'au masque, lunettes de protection des yeux, tout l'assortiment de la prévention et de la protection individuelle. Concernant la manipulation de la chauve-souris et la chair de la chauve-souris, il est prudent. Il est prudent de ne pas manipuler cet animal parce que vous ne savez pas quand est-ce que la chauve-souris peut uriner. Elle peut uriner entre vos mains. Si elle urine entre vos mains, prenez les précautions pour aller vous laver et ainsi de suite pour que vous n'ayez pas, vous n'attrapez pas le virus si, par exemple, vous avez une petite plaie et ainsi de suite. Ou vous n'amenez pas la main aux yeux ou dans la bouche, et ainsi de suite. S'agissant de la consommation de sa chair, nous avons dit il y a quelques instants que tous les produits des animaux, et notamment ici la chauve-souris, doivent être préparés. Hein? Donc, il faut cuire à point. Hein? Et le mot à point ici veut dire qu'il ne faut pas préférer manger, comme on dit, on ne prépare pas jusqu'au bout. Le steak, vous le prenez comme ça, comme le steak, on le mange cru ou semi-cuit. Mais ici, il faut le cuire à point. Hein? Il faut éviter de consommer les soupes faites à base de la viande de chauve-souris si vous n'êtes pas sûr de la manière dont cette viande a été cuite. Voilà ce que je peux dire à ces deux questions. Merci beaucoup, professeur. Donc, si nous comprenons bien, autant prendre des précautions parce que le contact nous permet de pouvoir nous exposer. Donc, difficile de dire qui est le plus risqué. Dans tous les cas, on a un contact. Donc, vous nous recommandez d'éviter tout simplement de faire cette manipulation parce qu'on ne sait jamais. Et pour ce qui est S'il du vous plaît, prélèvement, s'il oui, vous prof. plaît, docteur Valérie, je comprends
votre intervention. Mhm. Et celui qui a posé la question, Mhm. il est de laborantin, il est Mhm. de scientifique, Mhm. vont chercher ces animaux pour la recherche scientifique, prendre leur sang, leurs organes pour les études au laboratoire. Je comprends que la manipulation puisse continuer à se faire jusqu'à avoir les pièces désirées pour les examens. Donc, toutes ces précautions sont nécessaires. Les habits qui nous protègent, les épis qui ajoutent encore cette protection individuelle et collective sont recommandés et doivent être appliqués. Voilà un peu ce que m'a inspiré votre intervention. Merci, prof. Et la question, par exemple, dans le transport, est-ce que le triple emballage est aussi d'application, comme vous avez tout fait ressembler à Ebola dans beaucoup de choses? Est-ce que pensez-vous que par rapport au prélèvement, le triple emballage serait aussi de mise? Je pense bien, oui, parce que c'est la même famille des virus. C'est la même famille des virus. Et quand éclate la partie clinique, donc la symptomatologie, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. La différence ici, c'est que la létalité, la létalité entre les deux, Ebola est à plus haut niveau que Marburg qui va jusqu'à 88 ou 93 selon la CDC, mais je pense qu'il faut prendre les mêmes précautions. Merci beaucoup, professeur. La prochaine question dit ceci. Comment faire pour renforcer la surveillance transfrontalière au niveau des points d'entrée et au niveau des points de contrôle? Comment faire pour renforcer la surveillance transfrontalière au niveau de points d'entrée et de points de contrôle? À vous, prof. Merci beaucoup pour la question. Ici, le règlement sanitaire international devrait nous y aider, mais il y a toujours l'application de ces règlements, mais les frontières sont toujours traversées et même à des endroits où on ne s'imagine pas, là où les contrôleurs n'existaient pas. Ça, c'est une chose dans nos pays. Autre chose, j'ai lu la différence entre euh, COVID-19 et Marburg. On dit qu'il n'y a pas de danger pour le voyageur. Il n'y a pas de danger pour le voyageur, comme le serait le cas de COVID-19. Voilà ce que j'ai lu. Merci beaucoup, Mais cher professeur. Oui, allez-y, prof. Allez-y. oui, c'est cela. Donc, j'évoque le règlement sanitaire international de 2005. Je ne sais pas si il y a eu une autre révision. Vous êtes bien placé pour nous le dire. Et il y a ce que je venais de dire, qu'il n'y a pas de danger pour le voyageur. Merci, professeur. Tout à fait, comme vous le dites, avec des fiches de dépistage au niveau des points d'entrée, c'est très important parce qu'en ce moment-là, on adapte, on en sort comme on en a eu pour Ebola, comme on en a vu pour Covid et comme on en a même pour Mpox dans certains pays. Lorsque vous entrez à l'aéroport, on vous fait passer à une file de façon à respecter cette évaluation ou cette enquête qui se fait à l'entrée. Et en ce moment-là,
si si vous avez été dans une zone, si vous présentez un certain nombre de signes qui peuvent être évocateurs, à ce moment-là, vous allez être mis ou je vais être mis en quarantaine de façon à ce que les services de santé puissent aussi s'occuper de moi. Ça rehausse le niveau de sécurité. Merci bien, professeur, parce que cela est très important. Et même au niveau des points de contrôle, on interroge les uns les autres sur leur passage dans des zones qui peuvent avoir été ou qui sont des zones où il y a encore une flambée. Alors, professeur, à vous cette prochaine question. Et il y en a nombreuses. On dit, lorsque le virus se cache, par exemple, hein, dans l'œil de la personne guérie, euh, peut-on dire que cette personne devient un réservoir secondaire? Je reprends. Lorsque le virus se cache, par exemple, dans l'œil d'une personne guérie, peut-on dire que la personne devient un réservoir secondaire? Et une question additionnelle dit ceci, est-ce cette personne peut-elle contaminer d'autres? À vous, professeur. Merci beaucoup pour ces deux questions. Est-ce que la personne rétablie, déclarée guérie, ça veut dire que si on fait le test dans le sperme, 2 tests négatifs, cette personne peut être considérée comme indemne, capable d'entreprendre ses activités sexuelles, mais qualifier la personne de réservoir secondaire, je m'y réserverai. Mais est-il que cette personne a le virus dans son œil ou dans ses yeux? Le cas de la maladie d'Ebola, il est recommandé à ces malades d'être examinés régulièrement parce qu'il y en a qui peuvent perdre la vue grâce à la présence de ce virus dans l'œil et ses conséquences. Bien, si le contrôle des tests au niveau des spermes devient négatif à 2 reprises, on peut considérer que cette personne ne peut plus transmettre ce virus, selon l'OMS. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. La question, je crois que le collègue dit qu'il n'avait pas bien suivi la réponse sur la question concernant le plus efficace entre la maladie et le vaccin contre MVM. Cher collègue, le professeur a répondu à cette question en disant sa formulation semblait nous diriger vers ceci, quel serait euh, le plus efficace entre les mesures PCI et la vaccination. Ainsi, le professeur a dit que c'est complémentaire, la vaccination faisant même partie de la prévention. Donc, cela se met ensemble pour pouvoir essayer de limiter la propagation de la maladie. Donc, de pouvoir à ce moment-là amplifier donc le nombre de cas dans une communauté. Parce que la question disait quel est le plus efficace entre la maladie donc MPM et la vaccination. Si vous trouvez que nous n'avons pas bien saisi la portée de la question, n'hésitez pas de pouvoir ouvrir le micro et de pouvoir nous dire un mot. Nous vous donnons une occasion maintenant. Voudriez-vous bien ouvrir votre micro et exprimer un peu plus clairement votre préoccupation? Nous attendons quelques minutes pour vous. À vous. Peut-être qu'il a un problème Le micro. pour nous atteindre. Oui, oui.
Alors, j'ajoute à ce que vous veniez de dire que j'ai insisté sur le fait qu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Donc, vaccination plus les mesures préventives, les mesures PCI, comme on l'a dit, eh bien, protègent mieux que d'attendre seulement le vaccin. Et Dieu seul sait quand est-ce que le vaccin viendra et quand est-ce que le gouvernement du pays où vous vous trouvez payera le vaccin et quand bien même on le paye, combien de doses pour suffire toute la population? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Merci, prof, surtout pour ce que vous venez d'ajouter, qu'il faille noter aussi que généralement, on fait cette vaccination en encerclement, en ring, en anneau, autour des cas et autour des cas avec les différents contacts. Parce que souvent, ces doses-là sont tout à fait insuffisantes, comme vous avez dit. Encore faut-il que ça puisse convenir et qu'on puisse arriver à couvrir une population. Cette approche permet de pouvoir contenir, étouffer la propagation donc, de la maladie. Alors, professeur, assez intéressant ici, quelle est la durée de vie, euh, je pense qu'il parle de la survie du virus dans le sperme, dans le lait maternel et à l'air libre. Donc, je reprends, quelle est la durée de survie du virus dans le sperme, le lait maternel et à l'air libre? À vous. Je n'ai pas de précision pour leur survie, mais est-il que pour le cas qui nous concerne, on nous dit à des personnes, à des hommes qui ont attrapé la maladie, d'attendre au moins une année avant de se lancer dans les rapports conjugaux. Donc, ça prend du temps. Merci beaucoup, professeur. Et d'ailleurs, très idéalement, pour ce qui est de la survie à l'air libre, on entend par là sur les différents types de surfaces, eh bien, encore faut-il considérer l'environnement dans lequel le virus se trouve. Et l'environnement est très variant, que c'est assez difficile de vous donner pour tous les environnements, partout où le virus pourrait bien se trouver. On pourra vous donner quelques chiffres, mais cela ne sera qu'à titre exemplatif. Et ce faisant, le nettoyage des surfaces, le nettoyage et la désinfection des surfaces fait partie de la routine dans les précautions standards, comme le professeur a eu à le souligner. Euh, alors, professeur, une question supplémentaire. Euh, des appréciations vont à votre endroit pour cette belle présentation, tout en espérant que les communautés vont être épargnées. Et la question est de savoir, lorsque le virus reste dans l'organisme, euh, lorsque le virus reste dans l'organisme, ne peut-il pas se développer à nouveau? Cette question semble être aussi peut-être difficile pour moi de la comprendre, peut-être vous la comprenez. Chers collègues athées, je vous prierai de pouvoir ouvrir votre micro et poser vos questions de vive voix, notamment la deuxième qui dit pourquoi le virus se choisit-il cette localisation dans l'organisme? Eh bien, au premier volet de la question, il voudrait savoir si le virus reste dans l'organisme, ne risque-t-il pas de se réveiller un jour, si j'ai bien compris? C'est possible, c'est possible. Là, l'exemple à donner, c'est le virus de la varicelle et Zona. Vous et moi avons fait la varicelle quand nous étions plus jeunes. Eh bien, c'est le même virus de la varicelle qui donne le zona. La question est de savoir pourquoi ce virus se réveille-t-il à l'âge adulte pour donner les zonas. Mais ici,
il se réveille pour donner le zona, pas chez n'importe qui, mais souvent, le plus souvent, chez des personnes qui sont immunodéprimées. Chez les personnes dont il y a une dépression immunitaire, eh bien, les virus se réveillent. Certains microbes tels que le bacille de Koch qui est dans notre organisme, parce qu'on dit qu'on ne s'en débarrasse pas dès qu'on a fait la tuberculose, eh bien, il demeure. Il demeure jusqu'à la fin de la vie, mais dans 5% des cas, ou moins de 5%, les gens qui ont fait ça peuvent refaire la maladie, mais alors l'infection est endogène, comme on dit. Donc ici, si je comprends bien, il fait allusion à des virus comme le virus de varicelle zoster. Deuxième volet de la question, si vous pouvez me Euh, rappeler, monsieur le modérateur. Pourquoi donc le virus se choisit-il des localisations de ce genre? Je me rappelle que vous avez parlé de certains organes qui sont immunologiquement muets. Je crois, j'ai entendu Oui, quelque chose donc comme c'est ça. l'œil et les testicules. Hein, et il y a d'autres qui parlent même de immunoprivilégiés. Donc, les organes qui sont immunoprivilégiés, c'est le cas de l'œil et testicules. Pourquoi? Eh bien, la nature a prévu que les mécanismes de défense de l'homme ne viennent pas détruire ces substances, ces tissus qui sont nobles pour la vie et pour la reproduction. Merci beaucoup, cher professeur. Vous en avez beaucoup. C'est une tonne de questions. Il y en a qui viennent Allons-y, encore. allons-y. Quels sont alors les principaux critères que l'OMS met en œuvre pour accepter un vaccin et le mettre à la portée de tous, donc, et surtout contre le virus de Marburg, hein, notamment, qui est disponible dans les différentes campagnes comme en Ouganda, au Kenya et même bientôt au Rwanda. Quels sont les critères que l'OMS prend ou met en place? Je n'en connais pas de mémoire, mais logiquement, ces organismes, sinon on aurait la pullulation, chacun dans son coin va fabriquer quelque chose et vous dit que c'est le vaccin, le bon, eh bien, il vous balance sur le marché et nous connaissons les conséquences. Donc, l'un des premiers critères serait l'innocuité, l'innocuité d'un produit, l'innocuité d'un vaccin. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire entrer un aliment, vous ne pouvez pas faire entrer un médicament sans que la FDA puisse attester l'innocuité de votre produit et l'autoriser à être consommé sur le territoire américain. Donc, pour tout, pour les vaccins et autres, et les débats, depuis on a eu COVID-19, le débat autour de vaccins, où on a partagé la population en Europe entre ceux qui étaient pour la vaccination et les anti-vax. Hein, c'est autour de l'innocuité. Hein, ça fait du mal, d'autres disent que ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc l'OMS, comme organisation euh, mondiale, a des critères, mais pour moi, le plus essentiel est l'innocuité. D'abord, quand cela est prouvé, ils peuvent autoriser. Je ne peux pas entrer dans ce qui est politique dans ce marché, mais pour quelqu'un quiconque a suivi les débats autour de vaccins contre euh, COVID-19, eh bien, il y a à boire et à manger. Selon qu'on est fort financièrement ou pas. Voilà ce Merci qu'il faut. bien. Oui.
Merci bien, professeur. Assez intéressant. Donc, pour le professeur dit que toutes ces phases d'expérimentation, c'est assez difficile de les décrire maintenant pour dire que pour ce vaccin, nous avons suivi la phase 1, la phase 2, la phase 3, jusqu'à la quatrième phase même, parce qu'il faut passer par l'expérimentation animale. Et puis après, on va aller chez les volontaires et à coup sûr qu'on va élargir le nombre des gens et en train d'observer également peser les bénéfices et les inconvénients. Si les bénéfices prépondèrent largement sur les inconvénients, comme il dit lui-même que ça ne doit ne pas nuire, on va continuer après, même quand on aura élargi, on va continuer à récolter les effets adverses et néfastes qui puissent arriver même dans une campagne ou même dans une vaccination de masse. Ça peut prendre des années, mais alors ça fait qu'on peut autoriser de commencer à utiliser ce vaccin-là à certains degrés et on continue à récolter. Tous ces vaccins sont passés par là en général, et, sauf des cas particuliers où le prof ne veut pas vraiment entrer dans les affaires politiques et d'intérêt. Donc, c'est assez intéressant pour nous de regarder ces choses. Professeur, permettez-nous de pouvoir profiter pour dire aussi une belle occasion ici que beaucoup de discussions anti-vax arrivent parce que beaucoup de gens, même en dehors de tout ce qu'il y a de politique, par exemple, dans nos pays, nous pensons qu'on doit dormir et attendre que les choses puissent arriver. Non, d'autres sont dans des laboratoires maintenant, là, au moment où nous sommes en train de parler, en train de travailler probablement sur le vaccin contre le cancer. Ils sont en train de travailler, et même sur des aspects génétiques de ces vaccins. Mais le jour où ça va sortir, nous allons crier, mais eux n'attendaient que cette fois-là. Nous devons prendre coutume et habitude dans nos pays de pouvoir pousser la recherche et la continuer même en temps de silence, plutôt que d'être réveillés en temps de pandémie et d'épidémie et de nous rendormir aussitôt après quand les choses se sont tassées. Professeur, je m'excuse pour ce long commentaire parce que cela pose beaucoup de Non, il problèmes était dans nos nécessaire. différents pays. Oui, il était nécessaire. Merci beaucoup. Nous rappelons qu'il faille remplir le questionnaire ou bien en cliquant sur le lien d'évaluation pour nous permettre d'avoir vos contributions pour l'amélioration future. Cela nous permet aussi de pouvoir avoir un écho-retour sur ce que nous faisons pour en améliorer la qualité. Alors, professeur, une question qui va encore venir chez vous. Oui. Un des participants aimerait savoir s'il existe des pistes de traitement qui s'intéressent à l'éradication du virus chez la chauve-souris. Et, professeur, j'aimerais bien rajouter là-dedans que vous-même, vous aimez beaucoup One Health et même il y a des environnementalistes sur la plateforme. Peut-être qu'ils peuvent vous compléter pour ceux qu'ils ont aussi d'addition. À vous. Merci. Ce n'est pas le problème d'une seule personne. Euh, le volet One Alors, Health, le volet One Health est très important et sa promotion est nécessaire pour arriver à juguler euh, tous ces réservoirs des virus, du moins pour les maladies à tendance épidémique. Et il faut travailler de concert, les médecins, les vétérinaires, les environnementalistes. Il y a un ami qui m'a ajouté un quatrième intervenant dans ce groupe de One Health. Bon, je ne sais pas si l'agriculture entre dedans, mais bien sûr, parce qu'il y a l'élevage, il y a la pêche, et ainsi de suite. Ils peuvent aussi être dans le groupe. Donc, toutes ces parties travaillant de concert, en échangeant leurs informations, il y a moyen d'arriver à l'éradication des réservoirs des virus, tout cela dépendant des pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics doivent dénouer la bourse pour que ces différents services puissent travailler à l'aise et efficacement.
Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Notre ami Augustin, voilà, au moins je peux retrouver le nom. Notre ami Augustin Mourabazi dit ceci. Donc, il ne parlait pas de la comparaison entre les mesures PCI et la vaccination. Alors, je comprends un tout petit peu. Il va nous aider. S'il ne sait pas ouvrir le micro, je vais essayer d'interpréter ce qu'il dit. Il dit, je n'ai pas suivi la réponse à la question concernant le plus efficace entre la maladie et le vaccin. Alors, j'aimerais poser une question, et celui qui pourrait ouvrir le micro. Voudrait-il dire que l'immunité acquise après avoir fait la maladie et l'immunité acquise après avoir été vacciné, quel est le plus efficace? Parce qu'il dit qu'il ne faisait pas référence aux mesures PCI. Ou bien voudrait-il dire que en s'exposant à la maladie ou en s'exposant, entre guillemets, au vaccin, quelles seraient les choses les plus efficaces? Je ne sais pas, professeur, si vous l'avez saisi, mais je vais lui demander, cher collègue Augustin, c'est assez intéressant que vous puissiez expliciter votre pensée. Probablement que nous vous avons maintenant saisi ou que nous sommes à côté de la plaque. Voudriez-vous ouvrir votre micro et vous exprimer, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité? Professeur, je crois que c'est à vous, peut-être sous l'angle sur lequel plutôt la question a été posée maintenant. Quel serait le plus efficace après, par rapport à l'immunité acquise après avoir fait la maladie et celle après exposition? Bien, la maladie, Au vaccin. l'immunité après la maladie existe, mais quelle est son efficacité? Moi, je n'ai pas de recul. Je n'ai pas de recul quant aux études faites, aux études comparatives entre l'immunité après maladie et l'immunité après vaccination, parce qu'il n'y a pas de vaccin. On ne peut pas comparer l'immunité post-vaccinale dans le cas, le vaccin qui existe et qui se donne maintenant est encore expérimental. Ben, il faut avoir un recul pour comparer la résistance des personnes qui ont contracté la maladie après 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas sur une longue période, et les personnes qui auront été vaccinées. Donc, comme il n'y a pas de vaccin officiellement, il n'y a pas non plus d'études que l'on sache, d'études connues après, de l'immunité après la vaccination contre ce virus. Donc, la comparaison ici est difficile à faire dans la mesure où il n'y a pas encore de vaccin autorisé et sur lesquels il y a eu des séries d'études là-dessus. Voilà un peu ma position. Merci, professeur. Et ça nous permet de pouvoir nous dire tous ensemble que nous tendons progressivement, doucement, vers la fin de ce webinaire. Professeur, une chose assez intéressante à faire remarquer, c'est que durant la COVID, il y a eu des études immunologiques qui ont été faites pour regarder, par exemple, l'immunité que les personnes ont. Donc, on va calculer le taux d'anticorps et la progression du taux d'anticorps après vaccination, après la première dose, après la deuxième dose, après maladie, après le boostage ou après avoir donné une deuxième dose, une troisième dose. Je crois que pour la maladie à virus de Marburg, nous n'avons pas ces éléments qui nous permettraient de pouvoir regarder afin de pouvoir aussi établir cette comparaison, comme vous dites. Mais il est assez intéressant que maintenant que la vaccination est donnée, y a-t-il pas un groupe qui peut être suivi avec des prélèvements sanguins pour regarder l'évolution de la courbe et regarder aussi chez ceux-là qui ont été, qui ont fait la maladie pour regarder comment ça progresse chez eux. Mais il sera assez difficile de faire une comparaison chez un patient guéri ou chez un patient oui, guéri de la maladie et
le même patient parce qu'on ne lui a pas donné le vaccin. Donc, il y aura peut-être des comparaisons qui puissent prendre, comparer des cohortes et voir la progression chez les uns et les autres, à moins qu'une personne ait été guérie et après reçoive le vaccin ou a reçu le vaccin, qui peut avoir manqué ou échoué et qui n'a pas produit l'immunité escomptée, que la personne tombe malade. Mais tout ça, c'est des cohortes à suivre et ça demande que les centres de recherche s'y mettent et que nous qui sommes dans les pays où ces maladies sont, puissions être autour de la recherche comme scientifiques ensemble avec les uns les autres. Donc, ce commentaire long peut nous entraîner à nous dire il est grand temps de nous réveiller et c'est ce que SCPCI fait. Et SCPCI partage la connaissance, suscite des questions d'intérêt et ça fait que ça peut être transformé en question de recherche pour pouvoir pousser fort parce que l'une des branches, l'un des bras des SCPCI, c'est de pouvoir susciter cela et de s'engager également dans la recherche. Donc, il est bon, dans notre groupe de communauté des pratiques, que nous puissions échanger autour de ces choses et susciter ces questions pour avoir des chercheurs davantage, pour autant que l'orateur de ce jour aime bien la recherche et il la promeut également. Professeur, je ne sais pas si Oui. vous avez un dernier mot. Je voudrais revenir d'abord sur ce que vous venez de dire, monsieur, la dynamique des anticorps après la vaccination, telle que ça s'est passé durant la période de COVID-19. Eh bien, c'est très intéressant si de telles études pouvaient se faire aussi ailleurs, mais il faut encore compter avec les comités d'éthique si cela peut être autorisé. Je pense que nous suivons tous l'actualité. Le professeur Didier Raoult est rayé, est interdit d'exercer la médecine. Lui qui a pu faire de l'hydroxychloroquine comme une arme de première ligne lorsque la COVID-19 faisait rage, eh bien, et il est dans des problèmes. Il doit recourir maintenant à la Cour de cassation chez lui pour attaquer le comité qu'il a suspendu. Donc, vous voyez, l'environnement de toutes ces études, hein, c'est très intéressant, mais il faut voir avec quels moyens, dans quel contexte et quels peuvent être le bénéfice de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Merci, docteur Valérie, pour le travail que vous venez d'abattre Merci bien, de cher professeur. coordination. Oui. Merci à tous les participants. Nous rappelons que dans la boîte à conversation, professeur, je crois que j'ai eu une interruption. J'ai parlé pendant que vous parlez, je m'excuse. Je vous remercie pour ce que vous avez pu Ok. faire pour cette séance et j'attends que vous puissiez terminer pour dire les derniers mots. Merci beaucoup, professeur. Donc, merci à tout un chacun. Disions-nous, dans la boîte à conversation se trouve un lien WhatsApp pour que nous puissions continuer nos discussions dans le groupe de communauté de pratique, mais également, il existe un lien pour l'évaluation et les suggestions, les commentaires autour du déroulement de cette session en vue d'amélioration ultérieure. Professeurs et chers participants, nous vous disons merci pour cette fidélité à SCPCI et à la messe hebdomadaire de tous les vendredis. Nous vous remettons la parole pour la conclusion. Nous disons aussi merci à Kanika et toute l'équipe de ECO India qui ne cesse de pouvoir nous prêter main forte. À vous, prof. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous-même. Merci à Madame Kanika et son équipe qui nous permettent de vous atteindre là où vous êtes. Avant de vous dire au revoir, j'annonce que la semaine prochaine, nous allons parler de Mpox chez la femme enceinte. Donc, je vous invite nombreux et vous pouvez inviter aussi vos amis, vos connaissances qui s'intéressent au problème
Et cela doit nous permettre de tenir cette messe, comme le dit chaque vendredi le docteur Valérie. Et à bientôt la semaine prochaine et au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.